Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, le procureur corrige sa copie, sa carte était fausse. Actualité en RDC, actualité en France et pour finir, actualité en Hongrie. Commençons tout de suite avec la CPI. Le procureur corrige sa copie, sa carte était fausse. Extrait du 4 McDonald février 2016. Le procureur. Oui. Monsieur le Président, je ne veux pas revenir sur la décision, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, je vais lire cette décision avec beaucoup d'attention pour vraiment bien l'intégrer. Mais je voudrais vous soumettre un document que nous vous avons montré. Le témoin n'est pas encore là. Il s'agit d'une carte que je vous ai présentée. Ça me prendra tout au plus 2 secondes. Quand mon éminent collègue a déclaré que certains des lieux que nous avions repris sur cette carte n'étaient pas bien situés, nous avons refait une recherche et en effet, il y avait des erreurs. Et si la raison pour laquelle je me lève ici ce matin pour aborder cette question, c'est parce que nous ne voulons pas induire la Chambre en erreur. Tant s'en faut. De toute façon, cette carte, si j'ai bien compris, n'a pas été versée au dossier de manière officielle. Elle a été donnée comme indication plus générale. Et j'ai ici des exemplaires corrigés qui précisent l'endroit précis du siège qui était ce qui faisait problème dans la version précédente. Donc j'ai cette nouvelle version. Et afin que les choses soient mises à plat, je vous présenterai cette nouvelle carte. Donc, je crois que c'est important que la défense aussi ait la bonne carte avec la bonne situation. Donc, j'ai ces cartes ici avec moi. Maître Eltit. Merci, monsieur. Avant d'en revenir aux témoins, à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, je voudrais vous remercier votre Chambre pour cette clarification très importante, puisqu'elle détermine la manière dont tout le procès va se dérouler et la marge de manœuvre des parties. Compte tenu de l'importance de cette décision, compte tenu de la manière dont nous voyons les choses, compte tenu du fait qu'il s'agit pour nous du respect des droits de la défense, puisque marge de manœuvre égale capacité d'agir. Nous voudrions vous demander, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'autorisation de réfléchir quelques instants, ici maintenant, de nous accorder une brève suspension d'audience, de manière à ce que nous puissions décider éventuellement d'un appel de votre décision. Je crois que ce serait en ligne avec vos instructions précédentes. Vous nous avez très clairement dit que vous étiez favorable à une sorte d'accélération de la procédure et à des échanges rapides et oraux. Donc je crois que ce serait tout à fait dans la ligne de ce que vous avez dit. Donc je vous pose la question, nous autorisez-vous à discuter d'un éventuel appel lors d'une brève suspension d'audience? Well, after consulting. Le juge président, après avoir consulté mes collègues, moi j'étais prêt à proposer cette suspension d'audience. Mes collègues aussi. Pouvons-nous nous retrouver à 11 heures, donc on prendrait 1 heure? Est-ce que cela vous convient? Donc nous n'aurons pas 3 audiences d'1h30, mais 2 de 1h30. Et j'ose espérer que ces 3 heures suffiront pour libérer le témoin et que demain nous puissions commencer avec un nouveau témoin. And just to understand. Monsieur McDonald,
afin d'être sûr que j'ai bien compris. Est-ce que nous devons envisager une demande orale d'autorisation d'appel? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Donc, la présentation d'arguments oralement. Est-ce que j'ai bien compris, le juge président? Il est clair que l'autorisation d'aller en appel est quelque chose de beaucoup plus complexe. Je pense qu'il vous appartient de discuter ce que vous voulez faire, et puis nous continuerons avec le témoin. C'est ça la priorité finalement. La demande d'autorisation à aller en appel est quelque chose qui devra peut-être être abordé en dehors du prétoire. Très bien, nous suspendons l'audience jusqu'à 11h. Tout de suite, actualité en L'actualité, RDC. c'est d'abord cette qualification des Léopards en finale de la 4e édition du CHAN. Face à la Guinée, les Congolais ont surmonté l'épreuve de la plus belle manière jusqu'en prolongation, un but partout. Et dans la 3e partie du jeu, place au tir au but remporté par les poulains de Florent Ibenge au plus grand bonheur de sa population. Moment fort du match dans cet élément. Mohamed Dioula. Et c'est sauvé par Laïba Tampi. La séance se termine sur cet échec guinéen. En enrayant ces derniers tirs guinéens dans cette séance des tirs au but, les portiers congolais Matampi Vumulei est devenu les héros du jour. Ça y est, la République démocratique du Congo jouera pour sa 4e participation au championnat d'Afrique des Nations, sa 2e finale, après celle remportée en 2009 en Côte d'Ivoire. Mais les RDC, qui semblaient au-dessus pendant longtemps, a fini par s'en sortir. Au terme d'une demi-finale à l'arraché, ce sont plutôt les Guinéens qui sont les mieux inspirés en première mi-temps, tels que ce coup franc détourné en corner par Matampi Lei. Direct encore, et quel coup franc! Ah ça c'est une belle frappe! 0 but partout, score à la mi-temps. Et après les citrons, les hommes de Florent Ibenge manquent un métronome à l'image de Luvumbu blessé. 52e minute, Jonathan Bolingui s'offre une balle de contre, profitant de cette erreur de la défense guinéenne. Mais malheureusement, l'attaquant de Mazembe tergiverse au moment de conclure. Grosse occasion, la grosse bêtise et peut-être le but dans ces contrées. La réaction guinéenne est immédiate 4 minutes plus tard. Seul Ismaël Bangoura est malchanceux. Sa tête est captée en 2 temps par Matampi. Oubliez second poteau. Dans l'entretemps, Meshak Elia met en déroute toute la défense de Sili National, mais l'attaquant de De Bosco centre fort. Guilou Sadissou et Tulengui prennent la place d'Ngoudi Kama et Bopé, mais ces changements n'empêchent à rien Diomonsi Kamara à se présenter seul devant Matampi, sans succès. Djikandi à son tour frappe fort, un missile de près de 20 mètres et qui touche la transversale. La 90e minute arrive et pas de but. Les prolongations s'invitent. Une période cruciale, capitalisée heureusement par l'expérience congolaise. Un centre de Guilou Sadissou à la 102e minute. Bolingui ouvre le score de la tête. Au milieu du terrain, la tête et le but. La tête et le but pour la RDC. Ce qu'ils n'ont jamais réussi depuis le début du match, à devancer les défenseurs. Un but d'école de l'attaquant des Mazembe. 1-0, la RDC dès cet instant à un pied en finale. Mais c'était sans compter sur la détermination guinéenne, profitant d'une passivité de la défense de la RDC qui a reculé après l'ouverture du score. Un tir puissant des 5 ans bat Matampi, un partout. Il faudra alors départager les deux équipes au tir au but. Les séances commencent, Kimwaki donne les temps en premier et marque. Riki Tulengui rate, Bolingui marque. À 4 partout, les deux équipes ne savent pas se séparer. La deuxième séance démarre, Matampi sort un grand jeu, 5-4. Il est leur dernier rempart à barrer la route aux Guinéens. La RDC se qualifie pour la finale. Tout de suite, actualité en France. Madame, monsieur, bonsoir. À force de lutter contre l'islamophobie, on oublie l'islamisme. Mardi, 6 candidats au djihad en Syrie, dont une femme, ont été interpellés en région lyonnaise. Certains d'entre eux prévoyaient d'attaquer des clubs échangistes. En France, le phénomène de radicalisation a véritablement explosé. Pierre Bergeron.
8250 individus radicalisés signalés aux autorités françaises. C'est le résultat du dernier bilan établi le 28 janvier. Le phénomène touche de plus en plus de femmes et d'adolescents. Aucun milieu social n'est épargné. Près de 40% des cas concernent des individus convertis à l'islam. Les zones les plus touchées par l'immigration, l'Île-de-France et le Sud-Est, sont également les zones où le plus de personnes radicalisées ont été repérées. Plus inquiétant, le phénomène semble contaminer le milieu rural. En effet, les départements de l'Indre et de la Côte d'Or, jusqu'ici épargnés, sont de plus en plus touchés. Si le rôle d'Internet n'est pas négligeable, la bascule se fait dans 95% des cas après une rencontre physique. Les raisons qui conduisent à la radicalisation sont diverses: chômage, déception amoureuse, passage en prison, frustration ou repli identitaire. Pour le politologue Laurent Arthur Duplessis, l'implantation de l'islamisme en France relève surtout de la soumission aux États-Unis, alliés des Saoudiens. On voit bien comment les élites françaises et européennes et puis occidentales sont subjuguées par l'islamisme déjà depuis plusieurs décennies. Les États d'Europe se mettent à la remorque de la politique américaine. Cette collusion islamo-américaine, l'Europe la fait sienne aussi. Et il y a donc depuis des décennies une alliance avec les pétromonarchies du Golfe dont on sait qu'elles propagent le wahhabisme et notamment à grand renfort de pétrodollars. Et il y a là une politique désastreuse qui s'oppose à une politique pertinente qui serait que les États d'Europe se rapprochent avec la Russie et forment avec la Russie une solide alliance pour combattre l'intégrisme islamiste. Preuve supplémentaire de la collusion entre l'islamisme et les élites politiques françaises, l'ouverture le 9 janvier dernier à Bordeaux du Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus, le CAPRI, une création réalisée sous l'égide de l'État en collaboration avec le recteur de la mosquée de la ville, Tarek Oubrou. Ce dernier, grand lecteur d'Hassan El-Banna, fondateur des Frères musulmans, avait déclaré, je cite, « S'il n'y avait pas eu l'Union des organisations islamiques de France, je serais un taliban ». Le CAPRI reste discret sur son fonctionnement et ses membres refusent de dévoiler les méthodes qu'ils emploient. Un psychanalyste assure qu'il ne s'agira pas de lavage de cerveau. Le programme commencera par une mise en condition et s'achèvera par une insertion professionnelle ou sociale. Avec un peu de chance, des formations d'imams modérés seront disponibles. Et pour finir, actualité en Hongrie. La Banque centrale de Hongrie a effectué un remboursement anticipé d'un crédit du Fonds monétaire international. Le prêt faisait partie d'un plan de sauvetage international au point culminant de la crise financière de 2009. Dès 2011, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán avait porté plainte devant la justice pénale contre les responsables de la braderie des biens hongrois que ceux-ci avaient organisée par le biais de la crise de la dette. C'était de sa part une déclaration de guerre contre la politique cynique des usuriers qui ne veulent rien d'autre que l'endettement des peuples du monde afin de pouvoir ainsi régner sur eux. En 2013, le président de la Banque centrale de Hongrie avait invité la délégation du Fonds monétaire international à fermer ses bureaux en Hongrie, ce qui a été réalisé en 2014. La Banque nationale de Hongrie produit l'argent et elle l'attribue elle-même aux investissements et dépenses nécessaires de l'État. Par conséquent, les prêts ne passent plus par les banques aux taux usuriers et le pays est libéré de la dette. Et ceci, bien que la Hongrie fasse partie de l'UE, mais sans avoir l'euro pour monnaie. Bravo la Hongrie. Hérodote disait à l'époque déjà: le succès s'offre le plus souvent à ceux qui agissent de manière audacieuse, et pas à ceux qui veulent tout considérer et ne rien risquer. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.